pour ce webinaire sur un thème qui a fait couler beaucoup d'encre et malheureusement qui a perturbé toute notre existence, la Covid-19. C'est un fléau qui nous a touchés et à cette occasion, je réitère mon hommage à tout le corps médical, à tout le corps paramédical, aux confrères et consoeurs que nous avons perdus dans ces circonstances en faisant leur devoir de médecin. Et bien sûr, je rends aussi hommage à tous les médecins qui travaillent nuit et jour pour nous faire passer ce cap et pour que nous puissions retrouver nos familles et nos activités normales. Nous avons, depuis un certain temps, tous les médecins généralistes, médecins de premier recours, lisent tous les articles qui sortent sur cette Covid. Nous nous intéressons à toutes les informations, formations, webinaires, mais nous sommes toujours avides de nouvelles informations pour être à la page et arriver à prendre en charge correctement nos concitoyens. Donc, dans cette lancée, je sais qu'il y a beaucoup de médecins qui ont créé des groupes WhatsApp pour pouvoir discuter, partager nos inquiétudes, nos expériences, des nouveautés que nous avons. Et ça nous a beaucoup aidés. Et ça va être complété ce soir, Inch'Allah, par un webinaire qui va nous permettre d'apprendre plus et de répondre à beaucoup de questionnements et de mettre au clair certains points sombres que nous avons encore. Et comme toujours, nous avons toujours nos orateurs qui sont toujours avec nous. Je n'ai même plus besoin de présenter, tellement tout le monde les connaît. Et donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à professeur Hermouche, qui va nous parler de la prise en charge du Covid-19 avec des présentations cliniques, l'évolution, les modalités de surveillance de cette pathologie. À vous, professeur Hermouche. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Et comme vous l'avez dit, donc on se connaît tous, on est en famille. Et puis c'est la première fois, je vous remercie, j'ai le plaisir de me retrouver en conférence avec des gens que j'apprécie beaucoup, avec qui je partage mon quotidien dans le service chaque jour. Et bien sûr avec Lynn, qui est l'ami également du service. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. J'ai 15 minutes, donc c'est peu. Mais ce que je vais essayer de faire, contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire sur le Covid-19, parler des présentations cliniques, évolution, c'est essentiellement d'axer sur ce qu'il y a de nouveau, ce qui a été dit, ce qui doit être fait tout simplement par le médecin généraliste en ambulatoire. Et vous allez voir qu'il y a quand même des choses, beaucoup de questionnements, il y a des choses quand même qui ont des réponses auxquelles on peut amener des questions auxquelles on peut amener des réponses. Et puis, bien sûr, j'espère que 2021, avec la vaccination, permettra de régler définitivement cette histoire de Covid. Juste pour vous dire tout simplement, cette histoire de Covid, le Maroc a quand même s'est inscrit dans une veille et riposte de l'infection dès le départ. Je vous ai mis ici la première initiative qui a été faite. Et puis, quelques définitions importantes, parce qu'on continue à parler de coronavirus. En fait, ce sont deux choses différentes. Covid-19, c'est la maladie, c'est la Covid-19, c'est au féminin, la coronary disease 2019. Et puis, le SARS-CoV, c'est le virus. Donc, virus de la famille des corona à l'origine de l'épidémie de Covid-19. Ces coronavirus que vous connaissez sont anciens, deux particulièrement mortels, et on va voir que le Covid-19 actuellement est quand même avec une mortalité beaucoup plus faible, SARS-CoV en 2003, MERS-CoV en 2012, avec une mortalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de voir avec le Covid-19. C'est parti de Chine, vous le savez, voilà, Hubei, et puis pandémie, donc regardez, ça nous ramène à très loin, le 11 mars 2020, donc déjà ça fait 9 mois qu'on est en pandémie et bien sûr le virus a fêté sa première année au niveau mondial. Alors quand même, là on va rentrer dans le vif du sujet pour essayer de voir cette R0 dont on a parlé énormément en matière de Covid-19, on estime entre 2 et 3 et vous avez vu, ça vous permet d'expliquer en fin de compte la levée du confinement lorsqu'on est R0 inférieur à 1. Donc en gros, ce virus est responsable quand une personne est atteinte, elle contamine 2 à 3 personnes, contrairement aux autres. Donc, c'est une particularité de cette infection Covid-19. L'autre chose sur laquelle beaucoup de questionnements se posent, on peut y revenir tout à l'heure en discussion, c'est le temps de survie du virus sur les surfaces. Et je vous ai mis ici l'ensemble
des surfaces, avec bien sûr le temps que ça dure. Mais en gros, tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce que tout cela peut être directement modifié et arrêté par les mesures de distanciation sociale, j'y reviendrai à la fin, à savoir le masque, le respect de au moins 1 mètre et le lavage des mains permet de rendre tout cela à néant. Alors, l'autre chose également, cette diapo, je vous l'avais présentée il y a longtemps, au tout début du Covid-19, quand vous m'avez invité, mais en fin de compte, cette diapo était incomplète. On a ajouté quand même certaines choses. On a ajouté certaines choses, c'est une véritable maladie systémique avec une incubation de 2 à 14 jours qui explique pourquoi on continue à maintenir en isolement les 14 jours, qui explique pourquoi le fait de refaire une PCR après avoir traité le patient ne sert à rien du tout. C'est ce qui fait que ça a été retiré en fin de compte de la circulaire ministérielle et on continue à avoir des PCR refaites 1 mois et 2 mois après. On pourrait revenir tout à l'heure en discussion. Des symptômes que vous connaissez, des symptômes pulmonaires, des symptômes digestifs, et puis 2 choses importantes qui ont changé, ce que j'ai ajouté, 2 symptômes fièvre et asthénie. Un patient asthénique en permanence doit nous faire évoquer le diagnostic. Et puis ces sujets âgés, Madame Mahammar en parlera beaucoup mieux que moi, au-delà de 80 ans. Voilà les signes qui doivent attirer l'attention, les chutes répétées, les troubles cognitifs et le syndrome confusionnel. L'autre chose également qui fait la particularité de ce virus, et actuellement ce sont les manifestations neurologiques qui n'existaient pas dans cette diapo initiale quand on parlait de cette maladie. Ces manifestations neurologiques dont 2 particulières, la gueusie et l'anosmie. Et l'on sait actuellement que la gueusie et l'anosmie sont corrélés avec des signes de bénignité de la maladie. Et voilà de l'autre côté les signes de gravité dont je les ai différenciés par rapport aux autres manifestations neurologiques. Alors, je vous ai mis ici du temps où le service s'occupait, donc lorsqu'on prenait en charge en unité de soins intensifs les patients Covid-19, le service de médecine interne a très longuement pris en charge les patients. En gros, les symptômes, quand on s'intéresse aux patients du service qu'on a géré en USI, ben, c'est les mêmes symptômes rapportés dans la littérature. L'autre chose également, et ça c'est la particularité, la nouveauté par rapport à ce qu'on disait au début, c'est cette compréhension de cette évolution de la maladie où grossièrement vous avez le début de la maladie, ou onset, et en fin de compte, regardez, la signe neurologique, les signes pulmonaires en fin de compte, qui font la gravité, cet syndrome de détresse respiratoire avec une admission en USI, cet orage cytokinique, c'est à partir de J8, et de là, en fin de compte, peut se poser la question, on n'est pas d'accord les collègues, mais je peux donner mon point de vue, ça ne sert strictement à rien pour moi de faire un scanner initial, et les recommandations également vont dans ce sens. On peut en discuter. En fin de compte, le scanner thoracique doit être fait aux ses alentours. Le bilan est différent, il faut le faire. Et c'est la cinétique du bilan qui nous permettra, surtout à cette approche de J8, J9, J10, et lorsqu'on dépasse cette approche avec un bilan normal, on peut être assez rassuré quant à l'évolution positive. Mais là, on y reviendra tout à l'heure, c'est cette période-là qui fait toute la gravité. On passe d'une phase virémique à une phase cytokinique. Et l'autre message également que j'ai envie de passer, et tout à l'heure on en parlera dans le traitement, les collègues qui donnent des corticoïdes à cette phase-là, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça aggrave nos patients. Et donc la corticothérapie, c'est à double tranchant. Il faut savoir quand il faut la donner. Et initialement, lorsqu'on est en phase virémique, ça ne sert strictement à rien du tout en dehors d'aggraver les malades. Également, le bilan biologique, par contre, ce qu'on doit faire initialement, une numération formule sanguine, rechercher une lymphopénie, thrombopénie. La CRP est un des critères et son assumption nous permettra de poser l'indication soit du surinfection, soit d'un orage cytokinique. Et ça aussi, c'est une notion importante. L'augmentation de la CRP ne veut pas obligatoirement dire qu'il y a une surinfection bactérienne. Attention, ce n'est pas uniquement des antibiotiques, c'est des malades que vous devez admettre. Les LDH, la cytolyse hépatique, la procalcitotine et les D-dimères. On a ajouté un autre paramètre qui est la ferritine. Mais au-delà de tout ça, un des critères importants, c'est un critère clinique de surveillance de nos patients, qui est la saturation, en fin de compte, de nos patients. Et en fin de compte, tous nos patients, si vous voulez les suivre à domicile, doivent avoir un saturomètre. Et vous de tirer la sonnette d'alarme, et au-delà du 8e, 10e jour, lorsque la saturation baisse au-dessous de 95, et il ne faut pas attendre que nos malades s'aggravent. On continue à avoir des patients 70% de saturation.
Ça, c'est des malades qui sont très graves. Dès que ça commence à baisser, tout à l'heure, professeur Tsezi parlera des différents traitements que l'on donnera. Pour le diagnostic RT-PCR, ça, vous le savez, RT-PCR, mais regardez, la RT-PCR, la meilleure rentabilité, c'est quand vous faites un lavage broncho-alvéolaire, c'est-à-dire au moment d'intubation d'un patient. Mais en fin de compte, sachez que c'est aux alentours de 70%, donc vous avez des faux positifs. Et donc, une clinique en période maintenant pandémique, une clinique, une radiologie, des signes biologiques avec une PCR négative permettent de poser le diagnostic. Sur cette diapo, là aussi, c'est une diapo toute récente qui permet en fin de compte de comparer les délais d'apparition des symptômes et la corrélation entre RT-PCR et la sérologie, parce qu'actuellement on a les tests sérologiques. Et puis regardez, donc les IgM, que je répète, n'ont pas beaucoup de valeur de diagnostic positif. Les IgG, voilà, c'est entre le 15e. Et donc les patients à qui on fait une sérologie initiale trop tôt, ça ne sert également à rien parce qu'à tort, des fois, on dit que les patients n'ont pas développé des anticorps. Prenez le temps de faire votre sérologie et regardez la RT-PCR ici avec une sensibilité de 66% au début, avec une perte. Et en fin de compte, voilà pourquoi est-ce que ça ne sert à rien de faire une PCR à la longue, à la fin, et donc de faire des PCR, avoir la preuve du PCR négatif ou parler de guérison de nos patients, et là aussi est une erreur sur le plan prise en charge. Nous avons besoin d'autre chose que j'ai détaillé sur ce tableau. L'autre chose également que j'ai envie de vous parler, c'est que cette excrétion virale, quand on compare, regardez les patients symptomatiques et les patients asymptomatiques, l'excrétion virale est significativement plus longue dans le groupe asymptomatique. Mais une notion importante, être plus rangé, elle ne correspond pas à l'infectiosité virale. Et ça, c'est une notion très importante. D'où, voilà, ça ne sert à rien de refaire une PCR lorsque vous avez dépassé les 14 jours. L'autre chose également, ces patients symptomatiques, asymptomatiques, avec les sérologies IgG et IgM, et regardez en fin de compte, les patients symptomatiques font bien sûr plus de séroconversion, mais pas de différence observée quant au taux de IgM, avec la sécrétion de cytokines et thoracytokiniques qui est corrélée au taux d'IL6 qui est plus élevé, c'est les sujets symptomatiques. Alors au tout début également, on parlait de cette classification comme ce qui s'est passé pour la thyroïde, pour le TIRADS et pour le BIRADS, pour le sein. On parlait de CORADS pour pouvoir poser le diagnostic diagnostic d'infection à COVID-19. En fin de compte, cette définition radiologique a un intérêt quand un patient a une PCR négative, mais n'est pas corrélée à la gravité. Je vais vous parler tout de suite, en fin de compte, de l'imagerie. Voilà l'évolution, en fin de compte, de l'imagerie dont on tient compte actuellement. En fin de compte, on a du verre dépoli au début, après dominance périphérique, et puis l'évolution se fait, et regardez la surface de l'atteinte pulmonaire, au-delà de 25%, constitue un risque d'évolution défavorable. Et donc, on a appris actuellement, ce qu'il faut actuellement, quand vous faites un scanner au-delà de l'interprétation, c'est bien sûr la quantification de la surface du poumon atteint. Et puis, regardez une chose, l'embolie pulmonaire est fréquemment associée, expliquant l'intérêt, bien sûr, de proposer un traitement. Tout à l'heure, le professeur Tsezi va parler du traitement anticoagulant et comment et à quelle posologie faut-il le donner. Et regardez cette évolution temporelle, en fin de compte. Cette évolution temporelle qui signe, en fin de compte, la gravité. Voilà, J1, c'est du verre dépoli. Et regardez quand vous avez une atteinte alvéolaire. C'est ce qui signe, en fin de compte, bien sûr, l'extension, la diffusion des lésions. Et là, en fin de compte, c'est avant que vous devez démarrer une thérapeutique agressive à base de corticoïdes. Voilà, c'est l'indication de la corticothérapie, oxygénothérapie. Tout à l'heure, ça sera discuté. Voilà pour comparer la mortalité. Donc, il me reste encore un peu de temps pour pouvoir terminer. Donc, regardez, quand on parle du Covid-19, ça va amener à beaucoup de questionnements, peut-être introduire la vaccination, introduire beaucoup de questionnements. On se fera un plaisir de répondre. Le SARS 2003, c'est 10% de mortalité. Le MERS-CoV, c'est 30% de mortalité. Et la COVID-19, ben, on parle entre 0,5 et 0,05 et 1,5% de mortalité. Comme vous avez vu, c'est des mortalités qui n'ont rien à voir. Cela amène à parler des facteurs de risque.
Et voilà cette diapo que j'avais présentée il y a 2 mois et qui a changé entre-temps. Essayez de voir en fin de compte les facteurs de risque cardiovasculaire dans une étude sur 46 248 patients où l'obésité sortait, l'hypertension, le diabète, maladie cardiaque, maladie respiratoire. Mais cette dernière publication qui le montre très bien, regardez ce que maintenant on ne parle plus de la même façon, on parle de facteurs protecteurs et on parle de facteurs de risque de décès. Le sexe féminin est un facteur protecteur. Et ce qui ressort comme étant le facteur le plus important de risque de décès, c'est l'âge avec un cut-off à 50. Et regardez bien devant les autres pathologies, que ce soit la pathologie cardiaque, que ce soit l'obésité, que ce soit le diabète, voilà. Donc, en fin de compte, c'est l'âge d'abord, et puis c'est l'association de ces facteurs. L'association, plus vous avez de facteurs, plus vous êtes âgé, plus il y a un risque de décès avec le sexe féminin qui ressort comme étant un facteur protecteur et l'obésité qui ressort en plus par rapport à l'âge qui vient juste après l'âge comme facteur de mortalité de nos patients. Et cela nous a amené en médecine interne à préciser, parce que nous avons beaucoup de patients qui sont sous corticoïdes, sous traitement immunomodulateur. Et ce qui est sûr, c'est que ce qui ressort actuellement de la littérature, c'est que, et on l'a remarqué, ils ne soient pas plus sévères chez les patients sous immunosuppresseurs ou immunomodulateurs. Et en fin de compte, pour vos patients qui sont sous maladie chronique, sous corticoïdes, voilà, il faut les sensibiliser sur les risques encourus en cas d'arrêt intempestif des corticoïdes avec les risques de survenue de poussées graves de la maladie. L'autre chose également, c'est que les patients qui ont des maladies rhumatismales, les immunosuppresseurs should not be reduced, ne doivent pas être diminués. Par contre, ce que vous devez faire, on continue. On continue malheureusement à voir des patients. Nous avons l'habitude en médecine interne d'utiliser du plaquenil depuis 25 ans. C'est vrai que nous avons exceptionnellement vu des effets secondaires, mais attention, cela ne nous amène pas à prescrire l'hydroxychloroquine, surtout associé à l'azithromycine, sans faire un ECG. Donc voilà, ça c'est le bon usage. Donc s'il vous plaît, on continue à avoir des patients parce qu'ils ont acheté leur traitement au début et donc non, faites ECG, faites calémie à J0, à J2 et à la sortie, mais au moins à J0 lorsque vous soignez vos malades en ambulatoire, il n'existe pas de facteur de risque, être sûr que le QT est normal et à ce moment-là, débutez votre traitement. Votre traitement, mais c'est d'abord les mesures préventives. C'est d'abord les mesures préventives qui sont, bien sûr, les limiter le déplacement, ne pas porter les mains au visage, les solutions hydroalcooliques, même si on est en vaccination, c'est un message important, même si le vaccin est donné, même si vous êtes vacciné, ça va être J0, J21, et ce n'est qu'un mois après que vous commencerez à avoir des anticorps. Donc, il faudra continuer à prôner le masque et les mesures barrières au moins jusqu'au mois de juin, si on commence la vaccination en janvier au Maroc. Alors, voilà, c'est ce que j'ai mis ici sur les mesures de déconfinement. Et voilà peut-être quelques datas, quelques données, Madame Massichi arrive, mais j'ai 5 minutes encore, puisqu'on avait dit j'ai 20 minutes. Donc, j'ai encore 5 minutes pour terminer, c'est à peine à 15 minutes. Voilà des datas pour des questionnements que l'on pose, que beaucoup de nos collègues se posent sur comment doit-on se prévenir. Et en fin de compte, quand est-ce qu'on doit réellement mettre, bien sûr, les FFP2 avec une tenue complète? C'est en cas d'aérosolisation. En cas de soins mouillants et souillants, vous devez utiliser un tablier à usage unique. Mais sinon, dans votre consultation, voilà, les précautions de base, c'est l'hygiène de main, c'est la masse chirurgicale. Le patient ne doit pas rentrer sans masque, des lunettes de protection et bien sûr des gants en cas d'indication pour une prise en charge d'un patient suspect ou confirmé d'un COVID-19. Et voilà ce que j'ai mis, vous devez avoir un circuit COVID qui est différent, une équipe soignante strictement dédiée, c'est difficile en cabinet médical, mais nous, on le fait, d'accord, et discuter bien sûr les décisions médicales relatives aux pathologies, discuter systématiquement en RCP. Malheureusement, on continue à avoir des malades qui continuent à arrêter leur traitement. Ça, c'est une erreur. Voilà, je vous ai mis en fin de compte. Cette diapo, c'est juste pour vous dire que le FFP2 n'est pas toujours obligatoire. Par contre, s'il vous plaît, ça c'est un message important. Lorsque vous mettez de l'azithromycine, ce sont des médicaments qui ne sont pas dénués d'effets secondaires. Pas dénués de la problématique qui est posée, c'est les interactions médicamenteuses avec ces médicaments. Donc oui, il faut les utiliser. Vous pouvez les utiliser s'il le faut, mais attention, vous devez avoir cette liste chez vous sur les contre-indications obligatoires chez les patients Covid. L'opinavirine, ça, c'est plus de malades graves. Mais quand vous donnez l'azithromycine,
pas de cisapride, pas de diagro, pas d'ergotamine, hydroxychloroquine. Faites attention avec ces molécules. Vos patients ne doivent pas prendre ces molécules avec. Et puis ici, je vous ai mis la liste. La liste à utiliser avec précaution. Donc les diapos, vous les gardez. J'ai vraiment sorti tous les médicaments qui interagissent et qu'il faut utiliser avec précaution lorsque l'on donne, bien sûr, ces thérapeutiques qu'il faut garder en tête et à suivre. Voilà, donc j'en ai fini. Donc, j'ai vraiment essayé de respecter au maximum de temps. Et puis, les maladies infectieuses, c'est un chapeau que j'aime toujours. Il en naîtra des nouvelles. Il en disparaîtra lentement quelques-unes. J'espère que la COVID-19 disparaîtra avec le 1er janvier 2021. Celles qui subsisteront, parce qu'elle va subsister probablement, elle se montrera, j'espère, sous des formes que nous ne leur connaissons pas aujourd'hui. Je vous remercie. Merci infiniment, professeur Helmouch. Bravo pour ce challenge parce que la quantité d'informations que vous nous avez données en ce laps de temps qui est limité, merci infiniment. Vous avez parlé aussi bien de la prévention que de la prise en charge, que des précautions à prendre. Nous laisserons les questions à la fin pour pouvoir profiter de toutes les communications et avoir le temps de discuter largement de toutes ces informations. Inch'Allah, nous aurons l'enregistrement comme ça on pourra revoir les slides et puis les relire à tête reposée. Donc, nous passons actuellement à professeur Norman qui va nous parler de la COVID-19 chez le sujet âgé. Merci à vous. Merci, Madame Adami. L'animateur a toujours désactivé le partage d'écran, s'il peut permettre… Professeur Helmouch, je dois enlever sa présentation. Alors, un très grand plaisir de me retrouver auprès de mes maîtres et amis et un très grand plaisir de me retrouver auprès du docteur Alami et de l'ensemble des médecins généralistes qui est vraiment à cheville ouvrière dans la prise en charge du patient, en particulier du patient infecté par la COVID-19. Donc, alors, on y va. Je pense que c'est bon. Voilà. Parfait. Donc, alors, j'ai 15 minutes pour parler de l'infection par la COVID-19 chez la personne âgée. Nous savons que nos chiffres marocains d'aujourd'hui sont ce qu'ils sont, que parmi les cas décédés déplorés, 8 patients sur 10 est âgé de plus de 70 ans. Professeur Helmouch a très bien parlé, a très bien explicité le facteur de risque de mortalité par l'infection par la COVID-19 et que l'âge vient en premier lieu et que le sujet âgé est souvent fait partie d'une population hétérogène, mais surtout qui est polypathologique. Et parmi les maladies chroniques que va avoir la personne âgée, eh bien, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Sans pour autant oublier que chez un sujet âgé, on va parler de fragilité, qu'on a souvent des critères de fragilité, que ce soit la dénutrition, que ce soit le déclin cognitif, qui vont rendre compte du pronostic péjoratif de cette infection. Et puis aussi, pourquoi l'infection par la COVID-19 emporte-t-elle autant les personnes âgées? Eh bien, tout simplement parce que, comme l'a très bien dit aussi mon ami Hichem, c'est que nous sommes devant une véritable atypie clinique chez la personne âgée. Et souvent, les personnes âgées souffrent d'un retard diagnostique et du coup d'un retard de prise en charge. Et que les personnes âgées, quand elles sont bien prises en charge, on va voir que malgré cela, on va avoir des séquelles, qu'on va avoir des complications sur le moyen, voire le long terme. Alors, j'ai mis en dernière ligne, l'une des particularités chez la personne âgée, c'est le fameux 1+2+3. Et qu'on va voir ensemble que, effectivement, autant chez la personne plus jeune, on va avoir des signes très évocateurs d'une infection pulmonaire, qui vont être des signes ORL aussi, mais chez la personne âgée, c'est souvent une décompensation d'une pathologie cardiovasculaire en premier lieu. Alors, pourquoi l'infection par la COVID-19 est terrible chez la personne âgée? Eh bien, tout simplement parce qu'à côté de l'immunosénescence qui existe chez la personne âgée, on va avoir une baisse de l'immunité à médiation cellulaire et surtout une baisse de l'immunité adaptative. Et ce qui ressort chez la personne âgée en particulier, c'est qu'à côté du fait qu'on ait une comorbidité, qu'on ait des syndromes de fragilité, quand bien même la personne âgée serait même autonome, sans syndrome de fragilité, eh bien souvent on va avoir une baisse de la synthèse de l'interféron de type 1, voire de type 3. Et nous savons que parmi les formes graves de l'infection par la COVID-19, il a été démontré dans les 5% de formes extrêmement graves
il a été dosé, le dosage plasmatique de l'interféron, surtout de type 1, est extrêmement bas. Et on sait très bien que la personne âgée, à cause de cette immunosénescence, aura une baisse drastique de cette cytokine. Alors, facteur prédictif de mortalité, je vais passer très rapidement, nous le savons très bien, ça a été bien démontré dans un travail très bien fait par 12 pays, que ce soit en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, que l'âge vient en premier lieu, de plus de 65 ans, à côté des autres maladies cardiovasculaires que nous connaissons tous, à côté de l'obésité. Mais ce qui ressort surtout, c'est que quand on a comparé, ça a été en fait l'équipe chinoise qui, dès le début, a essayé de comparer les personnes âgées de moins de 65 ans versus plus de 65 ans. On a été que dans du 65 ans. On se rappelle que la définition chez le sujet âgé, c'est de plus de 75 ans. Eh bien, il ressort effectivement que la polypathologie, que le diabète, que l'hypertension artérielle était un facteur prédictif de décès et que l'atteinte pulmonaire, en particulier l'atteinte sévère, était plus présente chez les personnes plus âgées par rapport aux sujets plus jeunes. Et enfin, des travaux un peu plus, je dirais plutôt gériatriques. Ça vient de sortir. Il y a eu 2 travaux français où on sait vraiment, on a zoomé sur la population véritablement gériatrique des sujets âgés en moyenne de 84 ans. Ça a été l'équipe d'Emmanuel Anglès à Strasbourg, où là, on a pris les personnes qui ont été prises en charge dans une unité de Covid, de gériatrie aiguë. Et on a comparé les patients décédés versus les patients indemnes, âge moyen de 84 ans. Ce qui ressort au profil, au plan épidémiologique, pas grand-chose, si ce n'est qu'il y a plus d'hommes qui décèdent que de femmes, que ce qui ressort en analyse univariée, ce qui ressort aussi en analyse multi- et univariée, c'est que la présence d'une fièvre et la présence de signes respiratoires d'emblée dès le début est un facteur prédictif de décès. Et là aussi, ce qui ressort, c'est qu'un délai entre le début des signes cliniques et l'arrivée aux urgences, plus ce délai est important et plus le décès est là, plus le risque de décéder est là. C'est dire que l'infection par la COVID-19, il faut y penser de façon systématique devant des signes atypiques dont on va parler dans un petit moment, parce qu'il y va du pronostic thérapeutique, que c'est une urgence thérapeutique. Et enfin, le facteur protecteur, ce sont des patients. Et chez la personne âgée, prenons la peine, prenons le temps d'évaluer de façon très simple, extrêmement rapide, le SOFA-QUIC. Qu'est-ce que le SOFA-QUIC? C'est en fait un indice qui va nous dire si c'est un patient qui va très rapidement s'aggraver ou pas. À côté de la saturation dont a parlé le professeur Helmouch, une hypotension artérielle, une tension artérielle systolique à moins de 10, une tachypnée et une confusion mentale chez le sujet âgé, ce sont des marqueurs de gravité. Quand on a plus de ces 2 de ces critères, quand on a 2 voire plus de ces critères, c'est un risque de décès qui est indéniable. Ce sont des patients qu'il faille prendre de façon beaucoup plus agressive et qui soient rapidement hospitalisés. Et puis, une étude qui vient de sortir, multicentrique service de gériatrie aiguë de la région parisienne. On a pris tous les cas qui ont été hospitalisés des patients âgés avec une moyenne d'âge qui est au-delà de 80 ans, de 78 ans exactement, et pour lesquels qui ont été hospitalisés. Alors, qu'est-ce qui ressort? On a pris ces patients-là et on a comparé. Ce qui ressort par rapport aux patients, entre les patients décédés et les non décédés, le tiers était décédé, eh bien, les patients qui ont un tableau respiratoire est un facteur de gravité et les patients décèdent en général 10 jours en moyenne après l'hospitalisation par une infection nosocomiale. La surinfection, elle doit être le mot d'ordre à rechercher chez nos personnes âgées. Et enfin, concernant les complications, la complication qui ressort en premier lieu, c'est la décompensation cardiaque, ainsi qu'au plan biologique, ce qui ressort, on a bien parlé de la lymphopénie qui doit nous faire orienter le diagnostic. La lymphopénie est très fréquente chez la personne âgée en dehors de l'infection, mais quand elle est beaucoup plus profonde, c'est un marqueur de gravité à côté des autres marqueurs que sont l'hypoalbuminémie, la cytolyse et l'insuffisance rénale. Et enfin, au plan thérapeutique, on va voir que c'est des patients que quand on les oxygène très rapidement, quand on met une anticoagulation préventive, voire même curative, on va y arriver. Et surtout quand on met des corticoïdes rapidement, eh bien parce que nous avons une phase inflammatoire qui est là, nous avons un orage cytokinique, c'est des patients qu'on arrive à récupérer. Alors, au plan clinique, la fièvre est absente. On ne va pas à chaque fois attendre que le patient soit fébrile ou la fièvre. En règle générale, les infections
ne s'accompagne pas de fièvre dans 25 à 30% des cas. La fièvre, dans l'infection par la COVID-19, dans ce beau travail qui a été fait par l'équipe de Pitié, était absente dans 60% des cas. Par contre, pensons à la COVID-19 en cas d'hypotension orthostatique qui va donner lieu à une chute, en cas de diarrhée, mais surtout en cas de confusion mentale. Toute confusion mentale en cours doit nous faire évoquer ce diagnostic. Et puis, une personne qui ne va pas vouloir s'alimenter, une personne qui va se sentir fatiguée, quand bien même il n'y a pas de fièvre, quand bien même il n'y a pas de signes respiratoires, quand bien même il n'y a pas de troubles de l'odorat, il faut penser à l'infection par la COVID-19. Et puis, pour les patients qui ont un déclin cognitif, nous savons que nous avons une forte population âgée qui a un déclin cognitif, qui ne peut pas se permettre de s'exprimer tant par l'anorexie, tant par l'hypotension, tant par des signes fonctionnels, mais qui va peut-être se manifester qui va s'exprimer par des troubles du comportement. Donc, un changement de comportement chez un patient qui a un déclin cognitif, une confusion mentale chez un patient qui a un déclin cognitif, doit nous faire évoquer le diagnostic de l'infection par la COVID-19. Et puis, comment allons-nous évaluer notre patient dans le pratico-pratique? Effectivement, l'un des mots d'ordre, c'est l'évaluation de la saturation de l'oxygène. Il faut savoir qu'au cours de cette fameuse maladie, pour des raisons physiologiques que je ne vais pas détailler, nous avons devant nous souvent des patients qui ont l'air d'aller très bien, qui ne sont pas cyanosés, qui n'ont pas de signes de lutte, qui n'ont pas encore moins de signes respiratoires de dyspnée. C'est ce que nous appelons l'hypoxie heureuse. Nous l'avons bien remarqué quand nous étions dans les unités Covid, mais nous le voyons très bien, surtout chez la personne âgée. On va rechercher systématiquement la confusion mentale. Sauf que la confusion mentale, qu'est-ce que c'est? C'est finalement la variation d'un état psychique qui soit relativement brutal. Mais la confusion mentale peut être extrêmement oscillante. Et dans ce cas-ci, il faut savoir penser à poser la question qu'il faut au principal aidant. Et que nous avons demandé, vu qu'il n'existe absolument pas de parallélisme entre tableau clinique en général atypique, le patient quand il devient dyspnéique, vous avez vu les études, quand il a un respiratoire, souvent c'est des patients qui font des formes gravissimes qui vont les emporter. Donc, comme nous sommes devant une atypie clinique, comme nous sommes devant une cartographie initiale extrêmement importante qui va nous conduire par rapport à la prise en charge thérapeutique, il faille systématiquement réaliser un scanner thoracique à l'inverse du sujet plus jeune chez la personne âgée. Et puis, bien évidemment, le bilan biologique dont a parlé le professeur Hermouche. Et un petit mot d'ordre, ça a été bien démontré chez la personne âgée. L'éosinopénie est un facteur prédictif d'infection bactérienne, de surinfection, même de pronostic péjoratif. Et enfin, au niveau du reste du bilan, n'oublions pas l'hypocalémie que nous devrions rechercher. Souvent, c'est des patients qui sont sous diurétiques. Souvent, c'est des patients pour lesquels on va mettre des médicaments qui vont risquer de nous donner des troubles du rythme. Donc, n'aggravons pas le risque de troubles du rythme par une éventuelle hypocalémie qu'il faut absolument rechercher chez nos personnes âgées. Le traitement, je ne vais pas en parler, si ce n'est que pour parler de la surveillance cardiaque, qui est extrêmement importante. Attention au QT court. Souvent, c'est des patients qui ont des troubles du rythme. Bien évidemment, si nous avons un patient qui a déjà un pacemaker, qui est électro-entraîné, il n'y a pas de problème. L'antibiothérapie, l'anticoagulation, le professeur Tzazi va en parler, mais sujet âgé, c'est un facteur de risque de thrombose. Donc, pensons à anticoaguler nos patients de façon prophylactique, voire même curative, et même en l'absence d'embolie pulmonaire. Nous savons qu'on va avoir des thrombies in situ, mais nous devons absolument y penser devant un patient qui aura une désaturation, devant un patient qui aura des dédimères élevés, sachant les limites de ce marqueur chez la personne âgée, a fortiori quand elle est infectée et quand vous avez une atteinte pulmonaire qui dépasse les 25%. Et enfin, les corticoïdes utilisés à la phase inflammatoire après avoir écarté la surinfection bronchique en cas d'oxygénodépendance et en cas de syndrome inflammatoire. Et puis, chez le sujet âgé, toute infection virale se complique de surinfection. Donc, l'antibiothérapie doit être de mise. Elle est systématique. Nous avons vu les risques de surinfection. Nous avons vu que dans la cohorte parisienne, eh bien, plus de 25% avaient fait une infection nosocomiale. La surinfection, c'est d'abord à domicile. Donc, pensons à mettre une antibiothérapie, que ce soit une amoxicilline protégée, que ce soit une quinolone antipneumococcique ou que ce soit une céphalosporine de 3e génération.
Et enfin, l'oxygénothérapie avec des objectifs assez bien clairs en cas d'insuffisance respiratoire chronique, en cas de bronchopneumopathie chronique obstructive. Ne dépassons pas la cible de 90 au risque de voir venir des événements, des signes d'hypercapnie, en particulier la confusion mentale. Et puis quelque chose pour lequel il faut absolument insister. Une personne âgée, il y a une hypoventilation mécanique, il y a une défaillance des muscles respiratoires. N'oublions pas la kinésithérapie respiratoire. Et quelque chose que nous avions mis en place dans les unités Covid et qui apporte énormément, même encore mieux en ambulatoire, c'est un peu de la réhabilitation respiratoire par le fait de bien expirer, de faire une expiration forcée au niveau donc à l'aide de cette bouteille qui doit être remplie à moitié par de l'eau. Et je peux vous dire que c'est extrêmement efficace. Ça fait travailler les muscles respiratoires et ça hyperventile la masse respiratoire. Les bas de contention, ne les oublions pas, quand bien même nous aurons mis nos patients sous anticoagulation préventive, voire curative, pour une durée en moyenne qui serait assez prolongée, jusqu'à 6 semaines. Et enfin, c'est des personnes âgées qui sont à haut risque de dénutrition et qui sont souvent dénutris. Nous n'avons pas encore assez de données pour vous parler de nos données locales de l'hôpital Avicenne, mais il faut savoir que c'est des personnes qui perdent énormément de poids, rapidement de muscles. Et si nous n'augmentons pas les apports protéino-énergétiques, que ce soit en énergie, en calories ou en protéines, excusez-moi, c'est une erreur, eh bien, vous allez faire apparaître toutes les complications de la dénutrition et en premier lieu desquelles vous allez avoir la surinfection. Alors, je vous ai montré, ce sont des slides qui vont vous être transmises, qu'il est très simple d'enrichir les aliments par des protéines qui sont en fait à la disposition dans chacune des familles. Et puis, un mot d'ordre pour la kinésithérapie, le renforcement musculaire, ça a été bien démontré, quelque chose qui est formidable dans le domicile. Vous voyez les patients en ambulatoire, s'il vous plaît, faites-leur travailler les quadriceps. Laissez-leur faire des examens, des exercices très simples. Ça a été bien démontré, que ce soit dans la force de préhension, que ce soit dans le renforcement des muscles du quadriceps. Ça permettait de prévenir la fonte musculaire et bien évidemment, ça permettait de prévenir la chute et bien évidemment la perte d'autonomie. Alors, le suivi, on prend en charge un patient par une infection par la COVID-19. Ça va être un suivi clinique. Le mot d'ordre, c'est la saturation. Le mot d'ordre, c'est la confusion mentale, mais aussi biologique, pour justement guetter la surinfection, pour guetter la phase inflammatoire et pour guetter le risque de les interactions, les complications, la iatrogénie, en particulier l'hyperglycémie de stress qui est très fréquente, que nous avons rencontrée énormément dans notre population âgée, hospitalisée, mais que nous voyons aussi chez les patients en ambulatoire, et pour guetter l'hypokaliémie qui peut elle-même rendre compte des troubles d'urine et de l'allongement du QT. Et bien évidemment, n'oublions pas les complications de décubitus et les syndromes gériatriques qui vont arriver. Alors, dans le service, nous avons mis en place une consultation post-Covid et nous avons vu des patients. Les données sont très faibles, donc on ne va pas vous donner des conclusions, mais si ce n'est que les patients que nous avons vus qui étaient déjà hospitalisés, qui sont sortis, 2 patients ont fait un accident thromboembolique. Professeur Tazi va peut-être vous en parler de façon plus détaillée. Embolie pulmonaire à 1 mois à la sortie de son hospitalisation et thrombose et infarctus splénique chez une autre patiente qui était à haut risque, sujet âgé pour les deux, 75 ans pour le premier, 70 ans pour le deuxième. Alors, que deviennent ces personnes âgées après la COVID-19 ? L'étude est en cours, notamment une étude française coordonnée par le CHU de Grenoble, où on va rechercher à 1 mois, à 3 mois, à 9 mois et à 1 an quels seraient les facteurs prédictifs de mortalité et de perte d'autonomie. À côté de cela, n'oublions pas que l'infection par la COVID-19, ça tue les patients. Mais l'impact du confinement dû à la COVID-19, ça tue aussi les patients âgés. La dépression notifiée, dans 60 à 75% des cas. La dénutrition, et le mot d'ordre, c'est attention, pensons à faire le renforcement musculaire jusqu'à 54% des études. Et surtout le retard et l'absence de prise en charge grave, comme il a été bien montré dans ce travail italien dans la région de la Lombardie, où il y a extrêmement de nanogénaires. Eh bien, le taux, on a comparé entre mars 2019 et mars 2020, l'incidence des admissions pour maladies coronariennes aiguës, ça a baissé de 48% jusqu'à 65%,
entre les 2 années, parce que les patients n'arrivaient pas, et en parallèle, une augmentation de 53% de décès au domicile en Italie, tout simplement à cause de l'absence d'accès aux soins de ces patients-là. Et enfin, il a été démontré que plus de la moitié des chirurgies pour cancer ont été reportées à cause de la pandémie par la COVID-19. Donc, des séquelles à court et à moyen terme de la COVID-19 chez le sujet âgé, qui sont les premières victimes, malheureusement, comme cela a été bien notifié, qu'il est extrêmement important de prendre en charge, à côté du volet infectieux et du volet inflammatoire, une prise en charge plus globale avec la recherche des syndromes gériatriques et l'anticipation de ces complications de syndrome gériatrique, et tout l'espoir étant mis sur la vaccination anti-Covid, en particulier chez cette population fortement à risque, et je vous remercie. Merci infiniment, professeur, de la personne âgée. Et vous nous avez donné beaucoup d'astuces quant à la prise en charge. Je vous en remercie énormément. Donc, nous allons poursuivre le webinaire et laisser les questions à la fin, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et nous allons passer la parole au professeur Tazil Zelek pour les outils de prise en charge des patients COVID-19 en ambulatoire. Merci à vous. Merci, Madame la Présidente. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok. Donc, je partage mes diapos. Je vais essayer de tenir le temps comme mes collègues. Ok, voilà. Donc, bonsoir à tous et ravi d'être ce soir connecté pour parler de cette prise en charge ambulatoire de cette maladie, de quelques données que vous voulez partager avec vous, eu égard à l'expérience qu'on a eue depuis maintenant quelques mois de la prise en charge des patients. Et comme l'a très bien dit la présidente, certaines astuces à intégrer et des erreurs à ne pas faire qui sont très importantes. Le professeur Helmouch a bien insisté sur la terminologie entre le SARS-CoV-2 qui est le virus et la maladie COVID-19 qui est plutôt la maladie et non pas qui n'est pas le virus. Donc, on a parlé de ces deux particularités dès le début de cette affection. La première particularité était une contagiosité qui était un petit peu inattendue, qui était extrêmement importante, avec des R0 qui montaient de manière importante à des périodes données, mais surtout une évolution qui était déroutante, avec une létalité qu'on ne comprenait pas, des choses qui allaient très très vite, qu'on a réussi à comprendre de mieux en mieux, comme vous l'a bien expliqué le professeur Helmouch dans sa première présentation. Et globalement, que les formes soient légères, modérées ou sévères dès le départ, eh bien, il y a un risque d'évolution. Ce risque d'évolution se fait globalement au milieu de la deuxième semaine d'évolution, et c'est cette phase sur laquelle il faut être un petit peu serré. Vous voyez ici dans la répartition des formes que vous êtes amenés à voir, des formes modérées symptomatiques ou voire totalement asymptomatiques, les formes sévères et les formes critiques. Les formes modérées qui vont être prises en charge en ambulatoire, dans 90% des cas sont sans séquelles. Dans 15 à 20% des cas, les patients vont devoir être hospitalisés parce qu'ils vont s'aggraver. Les facteurs d'aggravation en face de vous, quand il n'y a aucune comorbidité, vous avez des études qui ont été faites, et par la suite, en plus de l'aggravation, vous avez les formes qui vont évoluer vers un besoin d'unité de soins intensifs. Les éléments sont en face de vous. J'insiste sur le fait que l'élévation des décimères, et c'est quasiment la seule fois où on va en parler, est un élément, un critère de gravité de la maladie. Et on verra que ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser beaucoup pour driver le traitement thromboprophylactique. Donc ça, on l'a vu, l'évolution de la maladie, une première phase virale, et quand la phase virale ne se résout pas correctement, elle va se transformer en une phase inflammatoire
qui est drivé par par l'hôte lui-même, parce qu'il n'arrive pas à réprimer une hyperinflammation que lui-même induit et qui peut amener les patients à s'aggraver. Et c'est lors de cette première phase virale où, globalement, une bonne prise en charge de patients peut freiner l'évolution vers une maladie grave. Alors, les traitements de la maladie. Les traitements de la maladie, clairement, vous avez très belles photos avec plein de couleurs, avec plein de bannières, mais clairement qui arrivent à dire qu'il n'y a pas de traitement de la Covid-19. Il n'y a pas de traitement à proposer pour dire qu'on va être potentiellement curatif pour cette maladie. Et donc, tout ce qu'on va faire, c'est de l'accompagnement de patients pour les prendre en charge sur le plan symptomatique, traquer les potentiels patients qui vont s'aggraver et les prendre en charge, ceux qui vont s'aggraver le plus rapidement possible. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, non pas une saturation de 90, 70, mais très rapidement, quand on va se rendre compte qu'ils vont commencer à désaturer exactement à cette deuxième phase de la maladie, deuxième semaine de la maladie. Les recommandations de prise en charge, plusieurs sociétés savantes, je vous mets ici 2 sociétés savantes notamment l'OMS, qui ont prôné un certain nombre de prises en charge, d'isolement, de traitements symptomatiques, d'alimentation équilibrée, d'éducation, et surtout d'éducation des patients pour essayer de reconnaître les symptômes et les signes d'aggravation. Or, on vous l'a très bien dit tout à l'heure, dans l'évolution de la maladie, il y a cette fameuse hypoxie heureuse qui est extrêmement malheureuse, je dirais, où les patients ne sentent pas qu'ils sont en dette d'oxygène, juste au moment où ça va basculer, où ils vont avoir besoin d'être pris en charge, non plus en unité de soins intensifs, en oxygénothérapie, mais en réanimation. Et clairement, l'outil principal et l'outil le plus important qui peut accompagner un patient qui démarre sa maladie, c'est le saturomètre. Cette petite machine qui permet de suivre quotidiennement la saturation des patients. Et dès que cette saturation va baisser officiellement de 95-93, eh bien, des patients doivent être pris en charge en milieu hospitalier et ce ne sera plus de l'ambulatoire. Et nous ne discuterons pas de la prise en charge en hospitalier, nous allons discuter de tout ce que vous pouvez faire en ambulatoire et surtout ce que vous ne devrez a priori pas faire chez ces patients. Rapidement, voilà les 5 éléments sur lesquels on va parler, en passant rapidement sur certains et en s'attardant sur tout. La chloroquine et l'azithromycine, vous savez que le Maroc a très rapidement pris le parti d'utiliser ce protocole thérapeutique chez les patients. Et ça ne vient pas de n'importe où, puisque les données microbiologiques et cliniques de l'efficacité potentielle de cette association existent. Les tests de sensibilité sont faits. Et les tests de sensibilité sont faits sur plusieurs études. Je ne vous ai mis ici que 2 des principales études qui ont analysé des milliers de molécules pouvant être efficaces sur ce Covid. Et dans toutes ces études, la chloroquine ressort comme pouvant être efficace de manière antivirale sur le virus. Associé à l'azithromycine, ça augmente, on va dire, l'efficacité et il y a une potentialisation de l'efficacité de ces 2 molécules. Donc, in vitro, les données sont relativement, on va dire, solides. In vivo, plusieurs études ont été faites, plusieurs études, on va dire, qui ont des méthodologies complètement différentes, mais qui ont pu être regroupées en méta-analyse. C'est l'image de bas de gauche, où vous avez cette méta-analyse qui montre qu'au-delà de la ligne rouge, eh bien, il y a beaucoup d'études quand même. Et quand on a regroupé les résultats de cette méta-analyse, il apparaît clairement qu'il y a une baisse de mortalité chez les patients qui prennent la chloroquine de l'ordre de 25%. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une méta-analyse, bien évidemment, ça ne répond pas à certaines normes d'études contrôlées, mais c'est suffisant au début de la prise en charge d'une maladie pour laquelle on ne sait pas trop quoi faire, d'utiliser ces molécules. C'est bien pour cela que ça a été recommandé par le ministère. Il faut bien se mettre d'accord que cette molécule, si elle est efficace dans l'alcalinisation, l'acidification de ces vésicules où rentre le virus, où la multiplication du virus va être limitée, où il n'y aura pas de réplication de son ARN. Et donc, on comprend bien que l'efficacité de cette molécule, c'est vraiment au début
sur les premiers jours d'infection et d'infestation virale. Et on imagine que quand on arrive déjà au milieu de l'évolution de la maladie, quand la phase virale est en train de passer, ben clairement, cette molécule ne va pas être efficace. Donc en réanimation, en unité de soins intensifs, cette molécule ne sera certainement pas donnée et ne sera certainement, on n'attendra bien évidemment pas d'efficacité de cette molécule. Pour la deuxième ligne, qui est la ligne des corticoïdes. Les corticoïdes, la première réponse est venue en juillet, mi-juillet, autour du 10 juillet, par la publication des résultats de l'étude Recovery. L'étude Recovery est une étude britannique qui va enclencher, qui va recruter des patients hospitalisés pour une COVID-19 confirmée ou fortement suspecte et pour laquelle on va essayer un certain nombre de médicaments, dont la dexaméthasone. Et le recrutement de l'étude pour la dexaméthasone a été arrêté en début juillet parce qu'on s'est rendu compte que dans le groupe qui prenait de la dexaméthasone, il y avait un bénéfice qui était net et donc il n'était plus éthique de garder les patients sans dexaméthasone, sans mettre dexaméthasone justement. Et même sur ce propos-là, l'OMS a mis un warning sur les autres études qui regardaient l'efficacité des corticoïdes pour leur demander d'arrêter et de pouvoir mettre les patients sous corticoïdes quand ils en ont besoin. Bien évidemment, quand ils en ont besoin. Parce que quand on regarde bien l'étude Recovery et qu'on voit l'efficacité de cette corticothérapie versus ne pas mettre corticothérapie et donner le traitement standard, eh ben, on se rend compte effectivement que chez tous les participants, c'était efficace. Mais chez les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène, il n'y a aucune efficacité. Ce n'est pas significatif. Donc, clairement, le message de cette étude, ça va être de dire que les patients COVID-19 qui n'ont pas un COVID sévère et qui n'ont pas besoin d'oxygène n'auront pas besoin d'être traités par de la dexaméthasone. Et quand on regarde le plot de la mortalité, on voit bien que dans le groupe que j'ai mis ici en rouge, eh ben, l'efficacité, elle croise la ligne du 1 et on a plutôt l'impression d'être dans l'autre côté, c'est-à-dire dans le côté de la dangerosité de cette molécule, chez les patients qui n'ont pas besoin d'oxygène. Cette molécule a permis probablement de sauver beaucoup de patients hospitalisés sous oxygène ou en réanimation. Mais attention aux patients qui ne vont pas avoir besoin d'oxygène et qui ne vont pas avoir une maladie grave, il est absolument contre-indiqué chez eux d'utiliser une corticothérapie, quelle que soit la dose et quelle que soit la durée d'utilisation. Dans la méta-analyse qui a été faite sur d'autres études qui ont utilisé cette corticothérapie, il apparaît bien que si elle est efficace chez tous les patients qui sont âgés ou pas âgés, mais qui sont admis en unité de soins intensifs, chez les patients qui ont une maladie au tout début, eh ben, vous voyez que la ligne croise le 1 ici et qu'il n'y a pas d'efficacité. Ce d'autant plus qu'on sait, dans les publications antérieures, que l'utilisation de corticoïdes chez les patients qui présentent des infections, des pneumopathies virales autres, notamment ici H1N1, eh ben, le fait de donner des corticoïdes augmente la mortalité, vous le voyez ici, et multiplie par 2 quasiment la mortalité et augmente le risque de surinfection bactérienne. Donc attention s'il vous plaît pour les corticoïdes, il y a des critères d'initiation de la corticothérapie, ce n'est pas des patients ambulatoires tout venant, c'est des patients qui ont une maladie évolutive, relativement tardive. Vous voyez, à la phase tardive de la maladie, ce n'est pas au début de la maladie, ce sont des patients qui vont s'aggraver, qui vont avoir besoin d'oxygène, au moins 3 litres d'oxygène, une fréquence respiratoire qui monte, une CRP qui augmente et une atteinte pulmonaire parenchymateuse qui est importante. Et vous avez les différentes modalités d'utilisation de cette corticothérapie. Autre volet, l'antibiothérapie COVID-19. Professeur Mahamal vous dit que chez les sujets âgés, il ne faut pas attendre le risque de surinfection, mais globalement, on a remarqué qu'il y avait très peu de surinfection bactérienne chez ces patients, probablement parce que les règles d'hygiène sont très bien respectées. Et donc l'antibiothérapie ne doit pas être systématique, elle ne doit être proposée que chez des patients qui présentent des signes cliniques et des arguments cliniques par type d'expectoration plus ou moins purulent, avec un aspect d'imagerie qui conforte le diagnostic, foyer de condensation, foyer alvéolaire. Et dans ce cas-là, on va les traiter comme des pneumopathies communautaires avec de l'amoxicilline protégée et de la pristinamycine s'il y a une allergie. S'il y a une pneumonie grave, dans ce cas, les patients sont hospitalisés et vont bénéficier du protocole d'hospitalisation de l'antibiothérapie des patients surinfectés.
mais il n'y a pas lieu en ambulatoire de mettre une C3G ou de mettre une quinolone d'emblée chez ces patients. Troisième volet, les anticoagulants. La maladie thrombotique chez les patients Covid-19, beaucoup de publications, 0 publication en mars, et aujourd'hui, on doit être à 1 millier de publications pour la thrombose en Covid. Un message à passer dans cette pathologie thrombotique. Il y a 2 formes de thrombose chez ces patients. Il y a la thrombose classique, où les patients vont faire une thrombose veineuse avec une embolie pulmonaire, parce qu'ils sont médicaux, parce qu'ils sont alités, parce qu'ils ont des facteurs de risque, et on appellera ça la maladie thromboembolique veineuse classique avec complications embolie pulmonaire. Mais on a remarqué par ailleurs que les malades qui avaient une maladie thrombotique, qui avaient une maladie pulmonaire grave, avaient une maladie pulmonaire thrombotique un petit peu plus spécifique, qui était en rapport avec l'inflammation pulmonaire locale, vasculitique et endothéliale qu'il y avait, et que vous pouvez avoir des thromboses plus ou moins de petite taille, hein, des microthromboses ou des thromboses un petit peu plus grosses, in situ, et non pas des embolies pulmonaires, qui est quelque chose qui n'a clairement jamais été décrit auparavant. On appelle ça une thrombose pulmonaire, une thrombose in situ ou une immunothrombose. Donc, c'est des thromboses clairement pas comme les autres. D'abord parce qu'elles sont très fréquentes. Vous voyez que ça peut aller jusqu'à 51 malades sur 2 en unité de soins intensifs. En ambulatoire, ça peut être autour de 15%, ce qui est extrêmement fréquent, ce qui est très important. On a des thromboses artérielles, des microthromboses, très peu d'hémorragie chez ces patients, donc ce qui montre bien qu'il y a une grosse hypercoagulabilité, justement un rationnel biologique de cette hypercoagulabilité avec des dédimères qui augmentent dans les formes très graves de la maladie ou dans les formes sévères de la maladie, mais qui augmentent avec l'inflammation, c'est corrélé à l'inflammation avec une élévation des fibrinogènes et de la CRP. Un rationnel histopathologique, parce qu'il y a beaucoup d'embolies pulmonaires et pas beaucoup de thromboses veineuses, alors que logiquement, on a pratiquement 2 fois plus de thromboses veineuses que d'embolies pulmonaires chez les malades médicaux. La localisation de ces embolies pulmonaires qui ne cadrent pas avec l'embolie pulmonaire migratoire, qui amène justement à dire qu'on a plutôt des thromboses pulmonaires associées au Covid-19 ou des coagulopathies pulmonaires intravasculaires pulmonaires et non pas disséminées. Donc, il est clair qu'il ne faudra pas réfléchir sur le plan thérapeutique chez ces patients de la même manière qu'on réfléchit chez les malades qui ont un risque standard ou une maladie thromboembolique veineuse standard. Une thrombose un petit peu particulière également, parce qu'on s'est rendu compte dans les études, dans différentes études, et je vais vous en projeter que 2, que les patients thrombosent même s'ils ont une thromboprophylaxie adaptée que le passeur médical reçoit. Et vous voyez ici que très rapidement, dès le mois d'avril, on va commencer à optimiser les doses de thromboprophylaxie, à les doubler. Mais ça, c'est bien évidemment fait en milieu hospitalier, chez des malades en unité de soins intensifs et non pas en ambulatoire. Dans cette étude également, et c'est très intéressant, c'est un registre international qui est le registre RIEN pour la maladie thromboembolique veineuse. Cette discordance entre embolie pulmonaire et maladie thromboembolique veineuse dont je vous parlais, et 90% des patients ont thrombosé quand même, malgré le fait qu'ils recevaient une thromboprophylaxie adaptée standard. Donc, s'il vous plaît, gardez en tête que ce n'est pas une maladie thrombotique standard et ce n'est pas forcément en augmentant les doses qu'on va régler le problème chez ces patients. Alors, les anticoagulants ont fait du bien à un certain nombre de patients. Quelques études ont montré qu'il y avait un gain en termes de mortalité, surtout chez les malades sévères, graves, qui avaient des critères, notamment de dimères très élevés ou des critères de coagulopathie relativement sévères. Donc, on gagnait en mortalité, l'étude chinoise, l'étude américaine également, qui va dire que quand on va donner un traitement prophylactique, thromboprophylactique, et bien surtout sur une durée prolongée, on améliorait la durée d'hospitalisation en unité de soins intensifs et également la mortalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en thromboprophylaxie? En thromboprophylaxie, d'abord se mettre bien dans la tête qu'un lit d'hôpital est équivalent à un lit à domicile. L'ennemi du patient, c'est l'immobilisation et le lit. C'est l'ennemi et c'est ce qui amène la thrombose. Et dans ce cadre-là, les études de thromboprophylaxie qui ont été faites, et je vous épargne les détails, vont montrer dans cette méta-analyse que sur une thromboprophylaxie courte de 1 à 2 semaines, on avait moins de thrombose proximale, moins d'embolie pulmonaire et 60% de moins d'embolie pulmonaire fatale. Donc clairement, les patients qui vont avoir un Covid
plus ou moins sévère et qui va nécessiter un alitement devront bénéficier de cette thromboprophylaxie. Pour les anticoagulants oraux directs, on les oublie pendant cette période parce qu'ils n'ont pas d'efficacité chez les malades en période aiguë et donc il ne faut pas les utiliser chez les malades en phase aiguë de la maladie. Les études ont été faites en thromboprophylaxie médicale, elles sont négatives et ces molécules font trop saigner les patients. Globalement, quels sont les malades qu'on peut considérer comme à risque? Alors, il y a beaucoup de modèles d'évaluation du risque de thrombose, un petit peu qui vont dire toutes globalement la même chose, surtout l'immobilisation. Surtout l'immobilisation à partir du premier jour d'immobilisation. On peut considérer que les patients peuvent être à risque. Il y a bien ce nouveau modèle d'évaluation qui utilise les dédimères et qui dit que quand les dédimères sont au-delà de 2 fois la normale, on peut considérer que les malades à risque. Mais moi, j'ai un modèle qui est beaucoup plus simple, qui est que au-delà de 65 ans, en fonction des… ça, c'est hors Covid. Hein, au-delà de 65 ans, quelqu'un qui va prendre le lit à domicile ou à hospitalier va devoir avoir besoin d'une thromboprophylaxie. Vous avez vu les chiffres de thrombose, ils sont impressionnants et le fait de donner une thromboprophylaxie va probablement sauver un certain nombre de malades. Dans la Covid-19, on considère que cette thromboprophylaxie doit être démarrée dès l'âge de 50 ans. Voici les modalités de cette thromboprophylaxie et les molécules qu'on peut utiliser pour cette thromboprophylaxie à domicile pendant 7 à 14 jours. Ce qu'on sait également, c'est que à la sortie du malade, ou on va dire au-delà de ces 14 jours, le risque thrombotique il persiste. C'est ce qu'on appelle le post-discharge thrombotic risk. Et bien, globalement, beaucoup de malades vont continuer à être à risque de thrombose et vont tromboser. Vous avez ici quelques exemples qui vous disent que beaucoup de thromboses surviennent à la sortie, dans le mois qui suit la sortie du malade, que ce soit dans les études qui sont faites dans des petits comtés qui ont une grosse surveillance épidémiologique, dans les groupes Medenox Artemis et dans le groupe de cette étude Mariner qui va dire que 25% des événements peuvent survenir à la sortie du malade jusqu'au 45e jour. Et donc, les études sont faites là aussi pour la prolongation de la thromboprophylaxie, études hors Covid, et ces études vont montrer qu'en bleu, il y a un bénéfice thrombotique, en rouge, il y a un risque hémorragique, un surrisque hémorragique. Et le tout, c'est d'évaluer correctement ces patients pour leur proposer la bonne thromboprophylaxie. Vous avez le nombre que vous devez traiter pour sauver un patient versus le nombre d'hémorragies que vous pouvez avoir chez ces patients et le bénéfice va vers la thrombose chez ces patients. Il faut savoir correctement évaluer ces patients. En pratique, voici un tableau qui résume quelles possibilités vous pouvez utiliser chez les patients médicaux. L'un des messages, j'ai supprimé la diapositive pour ne pas être trop lourde, l'un des messages de la thromboprophylaxie, c'est que clairement, il faut adapter la thromboprophylaxie au poids des patients. Et vous avez ici comment les adapter sur les doses des différentes molécules que vous pouvez utiliser. Ça, c'est les patients qui peuvent bénéficier d'une thromboprophylaxie. Même en cas d'insuffisance rénale, vous voyez que jusqu'à 20 ou 15 de cléarance créatinine, on peut encore utiliser l'énoxaparine, voire la tensaparine. Donc, s'il vous plaît, essayez d'être le plus collé possible à ces différentes propositions. Les recommandations sont là par toutes les sociétés savantes. Vous avez ici outpatient, les patients qui sont en ambulatoire, qui n'ont pas de Covid sévère, doivent bénéficier d'une dose standard de thromboprophylaxie. Les différentes autres recommandations, c'est la CCP qui est vraiment la recommandation qui est suivie par la majorité des praticiens ou l'International Society de thrombose hémostase. Vous voyez que chez les malades qui ne sont pas hospitalisés, ils ne recommandent pas forcément cette thromboprophylaxie de manière systématique, sauf quand les patients doivent, dans le cadre de cette maladie. Après la sortie des patients, vous voyez qu'il y a des sociétés qui disent que ce n'est pas recommandé d'étendre dans cette thromboprophylaxie et des sociétés qui disent qu'on doit étendre jusqu'à 30 jours en utilisant soit une HBPM, soit un AOD. Et l'AOD aujourd'hui qui est proposé, qui a fait l'étude, qui a l'AMM aux États-Unis, c'est le rivaroxaban 10 mg pendant 30 jours à la sortie du patient
ou quand s'il reste chez lui ou s'il reste à domicile fatigué, eh ben, il faut prolonger cette thromboprophylaxie. Le professeur Mohamed vous a bien montré que les risques thrombotiques persistaient, même quand les patients n'étaient plus là. Deux petits messages autres sur les autres molécules, la vitamine D. Je ne vais pas détailler les deux études qui ont montré qu'il y avait un vrai bénéfice à la donner, mais le vrai bénéfice chez les patients qui sont suppléés en permanence. Donc, quand ils sont suppléés en permanence, c'est mieux. Quand ils ne sont pas suppléés en permanence en vitamine D, ça vaut le coup, au moment où ils font la maladie, de recevoir une dose de charge. Un mot sur les anti-inflammatoires. On a beaucoup écrit sur les anti-inflammatoires au début. Il y a probablement des biais dans ces études qui s'appellent des biais d'indication, où on a utilisé les INS chez des patients qui étaient peut-être un petit peu plus sévères, où ces INS empêchaient de voir les signes de gravité chez ces patients, mais de là à corréler la gravité de la maladie à la prise de ces INS, eh ben, il n'existe pas d'étude qui va montrer cette donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que si on peut les éviter, on les évite. Si le paracétamol est contre-indiqué, les patients sont algiques et ont besoin d'une antipyrexie, les INS sont envisageables et la prise d'INS anti-inflammatoires ou d'aspirine au long cours chez des malades pour des maladies chroniques doivent être maintenues. En implication pratique, vous voyez ici que globalement, les patients ont essentiellement besoin de traitements symptomatiques, que les asthmatiques doivent continuer leur traitement inhalé s'ils sont sous corticostéroïdes. Les corticostéroïdes et les immunosuppresseurs doivent être maintenus chez les patients qui sont sous traitement long cours, et ça fait partie des recommandations qu'a fait la Société marocaine de médecine interne. Et bien évidemment, les traitements antihypertenseurs, de la même manière, doivent être maintenus comme ils étaient pris avant. En conclusion, ce que je veux dire, c'est que faites attention, faisons tous attention au risque de surtraitement et de sous-traitement également chez les patients en ambulatoire. Ce sont des patients qui peuvent s'aggraver et quand les patients s'aggravent, les décisions sont parfois difficiles à prendre et les concertations, les RCP, doivent être mises en place pour pouvoir essayer de prendre le meilleur choix thérapeutique pour ces patients au possible. Mettre une anticoagulation systématique, une corticothérapie systématique, une antibiothérapie systématique ne règle certainement pas les problèmes de ces patients. Et l'idéal, c'est de garder un vrai bon sens clinique de suivi de ces patients. Attention aux attitudes contraphobiques, parce que le but est de faire du bien ou le moins de mal possible aux patients et ne pas faire du bien aux praticiens en se rassurant nous-mêmes parce qu'on a utilisé des médicaments qui ne sont pas forcément les médicaments qui vont faire du bien aux patients. Voilà, je vous remercie. Merci infiniment, professeur Tazim. Vous avez été vraiment très pratique en parlant de la prise en charge en ambulatoire par le médecin généraliste. Et bien sûr, nous y reviendrons avec les questions. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à la professeure Ayalaki qui va nous parler de la gestion de l'hyperglycémie en cas de Covid-19. À vous la parole. Merci beaucoup, Dr Mouchiche. Salam alaikum. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et d'être aux côtés de mes collègues et amis internistes. Vous avez eu trois très belles présentations sur la maladie Covid-19, les risques, mais également la prise en charge chez le sujet âgé et la thromboprophylaxie. Il faut garder à l'esprit que nous devons être encore plus humbles aujourd'hui devant cette maladie et ce virus parce que, comme vous l'avez vu, entre mars 2020 et les publications de septembre-octobre 2020, il y a eu des changements dans les positions, mais aussi dans les prises en charge. Et donc, j'aime bien dire à mes collègues, lorsqu'il y a des attitudes un peu différentes, que pour l'instant, il faut essayer, comme a très bien dit Zoubida, il faut d'abord ne pas nuire et essayer de prendre en charge au mieux. Ce qui est controversé, c'est peut-être la question de la corticothérapie, mais professeur Hagmouche a bien indiqué, et mes collègues après, qu'il y avait des recommandations et qu'il ne fallait surtout pas l'utiliser, notamment en ambulatoire, sans réfléchir.
parce que, vous le savez, non seulement elle va augmenter le risque d'hyperglycémie, déséquilibrer le diabète, mais entraîner d'autres types de complications. La plus grande difficulté, et je pense qu'aujourd'hui l'assistance sera d'accord avec moi, c'est la prise en charge en ambulatoire lorsque le patient est à la maison, soit asymptomatique ou peu symptomatique, surtout s'il a des facteurs de risque ou s'il est âgé, mais également les patients qui vont avoir de l'oxygène à domicile. Nous en avons de plus en plus et il est important qu'on puisse aider les médecins marocains, en tout cas aiguiller les médecins marocains à prendre en charge ces patients. Et je vais donc vous partager avec vous sur quelques minutes la gestion de l'hyperglycémie. On a vu que ce virus pouvait être très agressif chez certains profils patients et je vous encouragerai à lire cette très belle revue sur les défenses immunitaires du diabète qui explique bien qu'il n'y a pas un diabétique, mais des patients diabétiques, que ce soit d'ailleurs des patients de type 1 ou des patients de type 2. Le fait d'être équilibré va transformer le risque notamment et les défenses immunitaires des patients. Donc, oui, le patient diabétique est un patient à risque de développer une forme grave d'infection à COVID-19, mais s'il vous plaît, ce sont des patients diabétiques notamment déséquilibrés. Et c'est important de rappeler ceci pour pouvoir équilibrer encore plus pendant cette période où nous allons bientôt avoir la grippe très probablement, peut-être moins qu'avant avec les mesures barrières qu'on utilise pour la COVID-19, mais surtout d'équilibrer nos patients diabétiques. Et vous voyez que habituellement, on va avoir des patients diabétiques âgés. Professeur Ma'ammar a parlé du sujet âgé qui est à risque et qui ne va pas développer les mêmes signes que le patient moins âgé. Il est à risque de déshydratation notamment, d'où l'intérêt dans ces cas-là de limiter ou de surveiller de façon extrême les patients sous metformine, mais surtout les patients sous gliflozine, inhibiteur de SGLT2. Ce sont des patients aux antécédents cardiovasculaires, souvent en prévention secondaire, qui vont être à risque. Et enfin, les insuffisants rénaux chroniques et nos patients diabétiques ont soit un surpoids, soit un IMC supérieur à 30 et vous savez bien que les patients qui ont une obésité morbide vont être encore plus à risque de développer la maladie COVID-19. Et je voudrais rendre hommage à tous les médecins marocains, les médecins généralistes, les médecins spécialistes et ici ce sont les endocrinologues avec la SMEDIA, notre société nationale, qui se mobilisent depuis toujours pour prendre en charge les patients diabétiques, mais également pour prendre en charge les patients diabétiques qui vont être atteints de COVID-19 et aujourd'hui, professeur Hermouche a bien expliqué l'intérêt ou pas d'utiliser les différentes mesures de protection comme les casaques ou les masques FFP2. En discutant avec mes collègues du privé, on se rend compte qu'au minimum par jour, il y a 2 ou 3 malades suspects de COVID-19 et donc les mesures de protection doivent être très importante à mon sens, notamment en médecine générale également, où les patients consultent beaucoup. Donc, je voudrais d'abord m'intéresser aux patients diabétiques non infectés ou non encore infectés, selon, et insister sur la prévention. La prévention qui est au centre de la prise en charge. Et s'il vous plaît, il ne faut pas se dire qu'il faut arrêter les traitements ou mettre tout le monde sous insuline parce que nous avons eu beaucoup de patients qui ont été switchés par leur médecin, même s'ils n'étaient pas infectés par la COVID-19 à l'insuline, sous prétexte que les autres traitements étaient dangereux. Nous allons y revenir. Et donc, les patients non infectés devraient avoir un équilibre glycémique qui soit optimal et peut-être avoir une autosurveillance accrue,
puisque la COVID-19 peut déséquilibrer les diabètes. Alors, je voudrais revenir sur les fake news. Il y a beaucoup de charlatanisme quand même sur le net. Il faut faire attention notamment à ne pas suivre et à expliquer à nos patients et à les mettre en garde contre les différents remèdes soi-disant naturels pour le corona, mais également pour le diabète. Et ces fake news ont proliféré depuis la fin du confinement. Donc, je vais revenir sur les caractéristiques spécifiques maintenant des patients COVID-19 qui ont aussi un diabète, en rappelant que le risque de contracter la maladie ne semble pas accru, mais que probablement la qualité du contrôle glycémique va avoir un rôle dans la gravité de la maladie. Il faut également rappeler que les symptômes, sauf chez le sujet âgé, comme l'a bien montré le professeur Ma'amma, donc un sujet âgé diabétique ou un sujet non diabétique, tous les deux vont avoir, tous les deux vont avoir les mêmes symptômes, de la même façon qu'un sujet jeune avec un diabète aura ou pas les mêmes symptômes qu'un sujet non diabétique. Par contre, chez certains patients, l'infection aura tendance à déséquilibrer le diabète et même s'il s'agit d'un Covid modéré avec peu de complications et qui est suivi à domicile, il est important de faire une surveillance attentive, notamment de l'équilibre du diabète et de l'autosurveillance, puisque l'infection seule peut déséquilibrer le diabète et entraîner des cétoses. Donc, voici les risques, notamment au niveau métabolique. On peut avoir une hyperosmolarité aggravée par les troubles digestifs. On peut avoir des cétoses, des cétoacidoses chez des patients qui vont être déséquilibrés, soit parce qu'ils étaient initialement déséquilibrés, soit parce que la COVID allait les déséquilibrer. Pour les patients sous glyphlosine, je vous rappelle qu'on peut avoir des cétoacidoses euglycémiques. On sait que les hypoglycémies peuvent être beaucoup plus fréquentes dans ces cas-là. Et n'oubliez pas qu'il y a des patients qui vont développer notamment des diarrhées, des vomissements, et la déshydratation peut entraîner des poussées également d'insuffisance rénale, mais aussi d'insuffisance cardiaque. Et on vient d'avoir une très belle revue sur les thromboses. Et il faut faire attention, notamment, je répète, à la sédentarité, notamment chez les sujets âgés, obèses, qui vont rester dans une pièce confinée et ne pas bouger. Il faut les anticoaguler, comme l'a très bien expliqué Zoubida. Je ne reviens pas sur la polémique de l'hydroxychloroquine. Zoubida vous a montré la méta-analyse. Simplement rappeler que le risque d'hypoglycémie va être bien décrit et les patients doivent être surveillés, notamment s'ils utilisent ce produit. Donc, un patient qui a une forme sévère de COVID-19 est un patient hospitalisé. Et oui, lorsqu'ils sont hospitalisés, nous arrêtons tous les antidiabétiques oraux. Nous arrêtons tous les agonistes du récepteur GLP-1 et le patient va rester sous insuline basale avec des bolus en fonction des hyperglycémies des repas. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas adopter cette attitude chez des patients qui vont avoir une forme modérée de COVID-19, qui peuvent être à domicile ou hospitalisés à domicile et en faisant attention à la saturation, comme on l'a très bien dit, puisque vous le savez, notamment avec la metformine, si on a une hypoxie, on va avoir un risque d'acidose lactique que nous n'observons pas par ailleurs dans d'autres situations. Et donc, faire un suivi glycémique rapproché, alors les téléconsultations, les rapports avec les patients pour regarder les cycles glycémiques doivent être accrus. Et puis, si jamais il y a beaucoup de comorbidités, s'il y a une fragilité accrue, si le patient a des glycémies qui s'élèvent, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va arrêter les antidiabétiques oraux et mettre en place l'insuline. Sinon, la recommandation est de garder les traitements des patients qui sont bien équilibrés. Je vais donc revenir sur les risques des différents traitements que vous avez à votre disposition chez les patients diabétiques en cas de COVID-19. La metformine, j'en ai parlé. S'il y a des diarrhées ou vomissements ou si jamais le patient n'a plus ne peut plus manger, eh bien, à cause d'une
d'une agueusie ou parce que justement il a des nausées et des vomissements, eh bien la metformine doit être temporairement arrêtée parce que le risque d'acidose lactique va être majoré. Attention aux sulfamides, aux glinides et du risque d'hypoglycémie, surtout si ce sont des sulfamides de longue durée d'action où le patient peut-être prendra son petit déjeuner mais ne pourra pas manger le midi et le soir. Et donc, si le patient a vraiment très peu d'appétit, il va falloir penser à changer ce type de traitement. Vous allez me dire, mais l'insuline, eh bien, habituellement, lorsqu'on prescrit de l'insuline à ces patients, on va mettre une basale et les bolus, on peut les prescrire, surtout si c'est des analogues, à la fin du repas et s'adapter en fonction du repas qui sera pris. Les inhibiteurs de la DPP4, on n'a pas vraiment de risque connu, mais on sait que si on a une insuffisance rénale aiguë sévère, eh bien entendu, on va devoir les arrêter. De la même façon que les agonistes du récepteur au GLP-1, puisque eux-mêmes peuvent entraîner des nausées, des vomissements, voire une anorexie, doivent être arrêtés si on a ces signes-là. Et peut-être que le médicament qui est le plus à risque en cas de Covid-19, ce sont des médicaments qu'on prescrit beaucoup maintenant en cas de prévention secondaire, mais aussi chez les patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire et peut-être bientôt chez les non-diabétiques insuffisants cardiaques. Eh bien, c'est les inhibiteurs de SGLT2. Pourquoi? Parce que il y a en cas de déshydratation, eh bien, à cause des nausées et vomissements, ils peuvent aggraver la déshydratation, entraîner plus d'insuffisance rénale. Et puis, je vous ai parlé du risque majoré de cétose hyper ou euglycémique dans le cas de la COVID-19. Donc, le maître mot, c'est bien entendu faire une autosurveillance glycémique. Si le patient est bien équilibré, garder son traitement. Si le patient est déséquilibré ou commence à avoir notamment beaucoup de diarrhée, de vomissements ou que la saturation baisse beaucoup à ce moment-là, eh bien, ça va être d'insuliner ces patients. Je vais donc finir par 2 messages principaux. Je répète que les patients diabétiques traités en ambulatoire qui présentent une infection modérée à COVID-19, l'insuline n'est pas systématique, c'est en fonction de l'état clinique du patient et bien entendu faire une autosurveillance glycémique, attention simplement à la déshydratation. Et revenir sur un message qui me paraît primordial parce que j'ai beaucoup de patients diabétiques et je pense que beaucoup de mes collègues ont la même chose et des patients non diabétiques qui sont traités pour COVID-19 en ambulatoire par notamment des corticoïdes. Alors, j'ai un patient dernièrement pour qui le médecin a prescrit par téléphone de la prednisolone, c'était 20 ou 40 mg pour un patient qui pesait 80 kg et qui allait très bien cliniquement. Je vous rappelle, s'il vous plaît, que non seulement les corticoïdes sont diabétogènes, mais également que lorsque vous les prescrivez plus que 10 ou 15 jours chez un patient, vous allez entraîner un arrêt de la fonction cortico-surrénalienne. Les surrénales risquent de se mettre au repos et de ne pas se remettre à travailler immédiatement. Et nous avons déjà eu un patient qui a présenté une insuffisance surrénale aiguë après être sorti de la Covid et il avait été hospitalisé pendant quelques jours. Il a reçu beaucoup de corticoïdes, même en ambulatoire, presque un mois, alors qu'il n'y a pas de recommandation dans ce sens. Il n'y a pas de recommandation en ambulatoire, notamment de prescrire la corticothérapie, comme vous l'a bien expliqué tout à l'heure, professeur Hermouche. Je parle bien de la corticothérapie en raison de la COVID-19 et donc qui a failli y passer, qui est retourné en réanimation à cause d'une insuffisance surrénale aiguë un mois après sa sortie. S'il vous plaît, pesez bien les indications de la corticothérapie en général, mais encore plus aujourd'hui avec ce virus et surtout surveillez vos patients diabétiques et équilibrez-les pour qu'ils aient autant de risques que la population générale en cas d'infection à COVID-19 et je vous remercie. Merci infiniment, professeur Yaraki, pour cette présentation qui a insisté sur la prévention chez le patient diabétique. Et merci de nous rappeler que la COVID-19 ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'équilibre du diabète chez le patient diabétique.
Je remercie tous nos orateurs, c'était vraiment très complet, très intéressant. Avant de passer aux questions, je voudrais répondre à certains médecins. Donc, le Zoom était à 500 places donc, qui ont été complètes et nous sommes passés sur le YouTube où il y a plus de 200 médecins qui ont pu suivre. Et par la suite, la présentation sera à disposition de tous les médecins pour revoir à tête reposée tous les thèmes. Donc, pour les questions, elles sont très nombreuses. On va essayer de voir le maximum. Une première question sur l'apport du scanner. En général, on fait le scanner, on voit les champs verts dépolis. Et des fois, on redemande un autre scanner après l'amélioration de la symptomatologie du patient. Et donc, souvent, on retrouve une régression d'environ 90% du champ de verre dépoli, mais on nous parle de présence de fibrose ou bien d'emphysème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est notre conduite à tenir devant ces cas? Merci. Alors, on va peut-être tous répondre à cette question. Alors, c'est vrai que les avis ne sont pas partagés, mais il y a des recommandations quand même qui sont claires. Faire un scanner initial, chez un patient qui va bien, ça ne sert strictement à rien du tout. Donc ça, les recommandations aussi mondiales le disent. C'est vrai que beaucoup de médecins le font. Ils se disent que j'ai besoin d'avoir un scanner de départ pour pouvoir juger l'évolutivité des lésions. Mais on sait que, en fin de compte, le seul éventuel intérêt de faire un scanner au début, c'est voir s'il n'y a pas un terrain pulmonaire préexistant sur lequel éventuellement on pourrait se poser la question d'une greffe, d'une surinfection, mais en sachant que la COVID-19, contrairement aux autres maladies, il y a peu de surinfection. Il n'y a pas autant de surinfection. Alors, pour l'amélioration, refaire un scanner juste après, vous savez que l'amélioration radiologique est toujours retardée par rapport à l'amélioration clinique. Alors, la problématique de la fibrose pulmonaire est une réelle problématique et c'est des patients que l'on voit et d'où l'intérêt d'une consultation post-Covid. Donc, ça, c'est vraiment, il faudrait, nous, on avait initié cette idée et c'est une vraie consultation que les pneumologues devraient initier pour la fibrose. Et en fin de compte, ça devrait être une consultation multidisciplinaire où on devrait intégrer au-delà de l'atteinte pulmonaire. Vous savez que les complications post-Covid, il y a l'asthénie qui est majeure, il y a beaucoup de symptômes qui apparaissent, il y a des symptômes neurologiques qui y sont. Donc voilà, c'est la réponse à cela, c'est une consultation post-Covid qui permettrait de régler. Et pour la fibrose, bien sûr, c'est une consultation pneumologique adaptée qui permettra de régler et peut-être discuter des corticoïdes et les autres thérapeutiques qu'il faut donner. Je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir. Zubida, je sais que tu n'es pas d'accord avec moi. Tu fais les scanners. Non, je suis… Tu es dans l'approche. Non, alors ça, c'est une approche globale. C'est une approche globale, mais il y a l'approche individuelle. Voilà. Donc après, chaque patient est un patient. Je suis parfaitement d'accord. À la limite, moi, je préfère faire le scanner la deuxième semaine que la première semaine. C'est clair. Je me suis un petit peu documentée par rapport à ces séquelles pulmonaires qui persistent, où en fait, on ne refait le scanner que si le patient reste symptomatique, dyspnéique et dépendant de l'oxygène au-delà de 3 à 4 semaines. C'est à ce moment-là qu'on peut refaire le scanner pour savoir s'il y a des séquelles ou pas. Et globalement, il y a beaucoup moins de séquelles que ce qui était imaginé au départ parce que ces patients vont réatterrir au bout de 3 mois et vont nettoyer un petit peu leurs poumons. Donc, faire un scanner systématiquement à la sortie de la maladie chez un patient qui n'a pas de symptômes inquiétants par rapport à ça, je ne suis pas sûre que ça a un intérêt. Le scanner est vraiment quelque chose qui va évaluer la gravité de la maladie à un moment où on a besoin d'évaluer la gravité de la maladie. Et si le patient sort de la maladie et est asymptomatique, je ne suis pas sûre qu'il y a lieu de lui refaire le scanner. Merci. Alors, une autre question. Que préconisez-vous chez un patient COVID-19 avec surinfection pulmonaire et insuffisance rénale? Alors, dans ce cas-là, Tavanic, non. Déjà, Quinolone, c'est des médicaments qu'il ne faut pas donner.
Donc déjà, ça c'est la première réponse. On sait qu'on voit beaucoup d'ordonnances avec des quinolones de 4e génération à action antipneumococcique. Et ça, clairement, il ne faut pas le donner. Donc vraiment, la molécule, il ne faut pas le donner, c'est les quinolones. Après, ça a été très bien dit. Je laisse Jovita répondre parce qu'elle a très bien traité sur une diapo. Je peux peut-être rajouter quelque chose, Hichem. Effectivement, insuffisance rénale, pas de quinolone. Attention à l'amoxicilline protégée qu'il faut réadapter à la fonction rénale. Il faut réduire les doses. Et chez le sujet âgé, céphalosporine 3e génération. Il n'y a aucun problème d'adaptation posologique. Et puis, juste par rapport aux antibiotiques, parce que je n'ai pas voulu trop m'étaler, autant le sujet plus jeune, la surinfection est rare, mais chez le sujet âgé, vous avez vu les datas, c'est très fréquent et limite. Mais juste, s'il vous plaît, pas de céphalosporine 3e génération. Enfin, j'ai rien contre certains laboratoires, ni pour certains laboratoires, mais les céphalosporines 3e génération par voie orale que nous voyons prescrites, que j'imagine vous connaissez, ils ne doivent pas être utilisées. Parfaitement d'accord. Donc, on passe à une autre question. Protocole d'utilisation de la corticothérapie, dose et durée. Je pense que, professeur, vous avez tous insisté sur le fait de ne pas utiliser la corticothérapie en début et que, si j'ai bien suivi, que c'est le patient qui est compliqué ou bien hospitalisé ou qui aura besoin de corticothérapie. C'est bien ça? Il y a une diapositive sur aujourd'hui les indications de la corticothérapie chez les patients qui ont une COVID-19. Clairement, jamais la première semaine. Clairement, jamais la première semaine. Ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on doit mettre dans la tête. Jamais de corticoïdes la première semaine dans le cadre de la COVID-19. Si le patient présente des symptômes d'aggravation au moment de la 2e semaine ou à la fin de la 2e semaine, en général, il va avoir des troubles respiratoires, une hypoxie qui va s'installer, il va avoir une augmentation des symptômes, des signes de l'inflammation, notamment de la CRP. Et effectivement, à ce moment-là, on peut instaurer une corticothérapie à faible dose relativement, parce que 6 mg de dexaméthasone, c'est relativement faible comme dose. On peut l'avoir ou parfois injectable, une dizaine de jours, voire moins si le malade sort plus rapidement. Et si on n'a pas accès à la dexaméthasone, on peut donner de la méthylprednisolone ou on peut donner de la prednisone par voie orale comme normalement. Mais s'il vous plaît, c'est vraiment pour des patients qui ont des critères d'aggravation typiques. Il y a une slide qui met vraiment bien en avant la fréquence respiratoire, la désaturation, la diffusion de l'atteinte pulmonaire, le besoin en oxygène, l'augmentation de la CRP. Donc, franchement, c'est à la limite vraiment être très, très vigilant par rapport à ça. Et surtout, je suis certaine que dans les jours qui vont arriver, dans les semaines qui vont arriver, on aura des publications qui vont nous dire que c'est dangereux de la mettre chez des malades qui ne sont pas graves. Merci. Alors, pour la thromboprophylaxie, alors aspirine, HPPM ou les deux? Aspirine, certainement pas. Alors, clairement, mettre de l'aspirine pour éviter des thromboses, la réponse est non, définitivement non, et non, et non. Par contre, les patients qui ont de l'aspirine en prévention secondaire pour des pathologies autres au long cours, il ne faut pas arrêter l'aspirine. Merci. Si on doit mettre une thromboprophylaxie supplémentaire chez ces patients, eh ben on rajoute une HPPM chez ces patients. J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Ne pas mettre de l'aspirine, ne pas initier de l'aspirine à visée thromboprophylactique, la maintenir chez des patients qui sont sous aspirine au long cours. Pour la thromboprophylaxie en phase aiguë, c'est HBPM et pas d'autres molécules, c'est HBPM. Si les gens donnent des AOD, c'est totalement hors AMM et c'est potentiellement dangereux parce que ces AOD font saigner au début ces patients. Donc, on peut mettre HBPM chez ces patients aux doses standards
adapté au poids. Et si le malade avait de l'aspirine au long cours, eh ben on garde l'aspirine au long cours et on rajoute l'HPP. Merci. Alors, il y a beaucoup de messages de remerciements entre les questions. Alors, s'il vous plaît, quelle interprétation chez un malade avec IgG positif? Et deuxième question, jusqu'à quand peut-on garder une PCR positive après un traitement bien conduit? Alors ça, je peux répondre parce que Oui. au tout début, si vous vous rappelez, quand on se rappelle les premières prises en charge et la circulaire ministérielle disait qu'on déclarait qu'un patient pouvait sortir quand la PCR était négative. Et on avait des patients avec des PCR. Le dernier patient que j'ai eu à gérer, il est resté 56 jours enfermé parce que sa PCR était toujours positive. Donc ça, les données ont évolué. Une PCR positive ne veut pas dire qu'un malade est infectant. Donc ça, c'est vraiment une notion importante. De fait, c'est pour ça que maintenant, on ne refait plus la PCR pour parler de guérison. Alors, pour parler de guérison, un patient qui a des IgG positifs, là aussi, c'est la diapo que j'avais mis 2 diapos pour essayer de voir les différentes corrélations en fonction du temps. Quand quelqu'un a une sérologie IgG positive, ça veut dire qu'il est guéri, ce patient. Donc voilà, donc la problématique ne se pose pas. La question qui se pose, c'est combien va durer cette immunité conférée par cette sérologie positive. Donc voilà, donc IgG positif, c'est guérison. PCR positive à 1 mois ne veut pas dire que le malade est contaminé. D'ailleurs, quand on s'est amusé des fois à faire chez des patients qui avaient une PCR positive à 1 mois, une sérologie, et on retrouvait des IgG, ben c'était des malades guéris et c'est des virus qui ne sont pas du tout infectants. C'est une des diapos que j'ai mises sur l'infectiosité en fonction de la positivité de la PCR. Et c'est pour ça que vous prenez le cas européen, ils ont décidé qu'un patient, après 10 jours après le premier symptôme, pouvait rentrer travailler sans risque de contagiosité. Voilà, c'est… Merci. Alors, pour professeur Mahmoud, les valeurs des dimères chez les personnes âgées, est-ce qu'on les considère comme chez les personnes jeunes? Oui, effectivement, non, on ne les considère pas comme chez les personnes âgées, pas comme chez les personnes jeunes, pardon, parce qu'elles augmentent de façon physiologique. Et en fait, il y a une formule que l'on retient, c'est le nombre d'années x 10. C'est ça le cutoff. 75 ans, il faut tolérer jusqu'à 750, parce qu'on sait que ça augmente de façon physiologique chez la personne âgée. Et donc, voilà, c'est un peu cette formule que l'on doit retenir. Ce n'est pas du tout les mêmes valeurs que chez le sujet plus jeune. Merci. Donc, une autre question pour la saturation. À partir de quelle valeur on peut dire qu'il y a un risque de mortalité? Dès que ça baisse au-dessous de 95%. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que c'est l'alerte. Ouais. C'est l'alerte, voilà, c'est l'alerte. C'est ce qu'on appelle le cut-off, comme tu l'as dit, Mouna, tout à l'heure pour les dédimères. Ben, le cut-off pour la saturation, c'est 95. Donc vraiment, il ne faut pas attendre, ça c'est vraiment un gros message. Il ne faut pas attendre la dyspnée, il ne faut pas attendre, dès que la saturation commence à baisser, ben, il faut prendre en charge en hospitalier les patients, les oxygéner, puis donner tous les traitements qu'il faut. Donc voilà, saturomètre, c'est vraiment l'outil qu'il faut avoir chez soi quand on est Covid-19. Merci. Alors, où en est le traitement anticorps au manque? Par les anticorps? Monoclonaux, peut-être. Neutralisants. Les anti-L6 ou les… Je pense que c'est les anticorps neutralisants. Tu sais, c'est la sérothérapie. Je pense que c'est ça. Peut-être c'est pas ça. Il n'y a pas… ça fait partie, je pense que Madame Tchazi a fait au tout début, elle avait dit qu'il n'y a pas de traitement. Donc voilà, ce n'est pas un traitement actuel du Covid-19. Il y a plein d'essais qui ont été faits, mais bon, il y a aussi des essais qui ont été arrêtés parce qu'on a trouvé que ça ne marchait pas. Ça marchait pas. Et des effets secondaires, beaucoup d'effets secondaires non négligeables. D'accord. Alors, en cas de manque de chloroquine, peut-on la remplacer par la colchicine? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout le même mécanisme d'action. Le mécanisme d'action de la chloroquine associée à l'azithromycine est un vrai mode d'action antiviral dans la forme très initiale de la maladie, au moment où
le virus va commencer à se multiplier. La colchicine est un médicament qui est anti-inflammatoire et c'est tout. Mais la question est intéressante parce qu'il y a des travaux aujourd'hui qui évaluent l'efficacité anti-inflammatoire de la colchicine chez ces patients. Donc, on saura. Mais ce n'est pas du tout la même visée thérapeutique pour l'un ou pour l'autre. Je vais ajouter une chose, Madame Machichi, je vais ajouter une chose, pas pour le traitement, parce que ce n'est pas ma partie, mais juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de patients qui sont sous colchicine, soit parce qu'ils ont eu une crise de goutte qu'ils ont maintenue, soit parce qu'ils ont une maladie de B7. Faites très attention à l'association azithromycine et colchicine, ça donne des arrêts cardiaques. Donc, un patient qui est sous colchicine ou long cours, vous le mettez sous azithromycine. Si la colchicine n'est pas obligatoire, vous arrêtez la colchicine, vous mettez votre azithromycine. Donc, en général, la colchicine n'est pas obligatoire. En général, on peut arrêter la colchicine. Voilà. Justement, il y avait une question, est-ce que devant un cas suspect, on commence l'azithromycine en attendant la confirmation et l'ajout de l'hydroxychloroquine par la suite? Début. Ça dépend de ce qu'on appelle un cas très suspect. Si effectivement un cas asymptomatique a été en contact avec quelqu'un de positif, on va quasiment le considérer comme positif. Donc, on peut imaginer démarrer le traitement d'emblée. Maintenant, l'azithromycine, il y a beaucoup de… on a pris beaucoup en charge des patients qui, effectivement, ont pris de l'azithromycine juste avant leur test, ont pris les 3 ou 4 jours d'azithromycine avant d'avoir le test qui est positif, et on rajoute la chloroquine à ce moment-là. En fait, non, l'intérêt, c'est vraiment l'association. Et l'association, elle est protocolisée sur 9 jours ici au Maroc par le ministère de la Santé. Pour les patients qui ont des problèmes de tolérance, on peut arrêter le traitement au bout de 5 jours. Hein. Il faut être assez flexible, poser des questions sur ce genre de choses. Mais l'association azithromycine-chloroquine est réellement faite pour être synergique, antivirale à ce moment-là. Oui. Et non pas préventive au début, de manière dissociée. Oui. Alors, quelles sont les personnes qui sont plus aptes à développer une fibrose pulmonaire après la contamination par la COVID-19? Déjà les BPCO. Déjà, les gens qui ont déjà une pathologie pulmonaire préexistante. Il semblerait, M. Hermouche, que chez la personne âgée, les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine seraient plus importants dans la cellule respiratoire par rapport au sujet plus jeune. Donc, peut-être plus de séquelles chez la personne âgée, mais on n'a pas encore de data. D'accord, merci. Alors, une question, comment traiter dans le secteur privé les cas de la COVID-19, sachant que la chloroquine et l'hydroxychloroquine ne sont pas disponibles dans les pharmacies de ville? Faut-il se contenter de l'azithromycine, vitamine C, zinc, vitamine D? Bien sûr, pour les formes légères. Vous me mettez en position de porte-à-faux parce qu'on a quand même un protocole national qui dit qu'on doit mettre les patients sous traitement et l'hydroxychloroquine en général est disponible dans les dispensaires pour ce genre de patients et est disponible, je crois, dans les centres de santé, pas les dispensaires, les centres de santé et dans les délégations médicales, peu qu'on s'y présente avec son test positif. Sincèrement, prendre de l'azithromycine toute seule, sans hydroxychloroquine, l'objectif, ça n'a pas de sens. Maintenant, chacun va faire en fonction de son sens clinique et comment il ressent le patient et en fonction des recommandations qu'il a, il est maître à prendre des décisions chez son patient. Le but, c'est de ne pas être dangereux pour les patients. C'est vraiment ça. Parce qu'il y a des situations où on s'est retrouvé avec des patients où on n'a pas trouvé de lit d'hospitalisation pour les hospitaliser et des cas où ils n'ont pas trouvé d'hydroxychloroquine. Oui, on a tous vécu ces situations avec vous, je suis d'accord. On a vécu ces situations. Donc l'essentiel, c'est qu'on doit faire tout notre possible pour aider, ne pas nuire et utiliser les moyens de bord autant que possible.
Je pense qu'il y a encore des questions, mais je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Il y a beaucoup de remerciements à travers les messages. C'est un sujet qui est vaste et comme c'est nouveau, donc on découvre tout le temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'Inch'Allah, la semaine prochaine, avec le professeur Helmouch et le professeur Boukral, on va faire un webinaire sur la vaccination, le vaccin de la grippe et le vaccin Covid. Certains médecins demandent la prise en charge psychologique. On va essayer aussi de faire un webinaire dans ce sens. On fera tout ce qu'on pourra, Inch'Allah, et vos suggestions seront toujours les bienvenues. Merci infiniment à professeur Helmouch, à professeur Tazim Zenek, à professeur Mohamed, professeur Iraqi. Vous avez toujours été à nos côtés, toujours disponible et toujours de bonne humeur et prêt à donner toutes vos expériences. Merci beaucoup et à une très prochaine fois, Inch'Allah. Et merci à tous les... Merci à tous, bon courage à tous et puis à votre disposition si jamais on peut aider encore plus par le biais des téléphones, des mails, ainsi de suite. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir.